Tu écoutes la chaîne The Court, s'entraîner au tennis avec des pros, la chaîne de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur jeu et de leur match pour pouvoir gagner et se surpasser sur le terrain. J'invite chaque semaine des acteurs du tennis en France, joueurs, entrepreneurs, coachs. Viens discuter avec nous, je diffuse un épisode chaque dimanche matin. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Eh bien, bonjour à tous, ici Arthur de The Court, s'entraîner au tennis avec des pros. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir Brigitte qui a été numéro 1 française au tennis et qui est aujourd'hui une spécialiste du mental, de la concentration. Et donc, on va discuter aujourd'hui de tennis et en même temps de mental. Je suis vraiment content de t'avoir, Brigitte. Il me semble aussi que tu as été 36e joueuse mondiale en 1978 et que tu as atteint les demi-finales de Roland-Garros. Brigitte, je suis ravi de t'avoir et j'ai une première question à te poser. C'est quoi ta plus belle victoire au tennis ? Merci Arthur pour cette présentation. Ma plus belle victoire au tennis, je crois que c'est mon premier titre de championne de France en 76, je crois. Ça joue à Roland-Garros ? Championne de France senior. Non, à l'époque, il y avait le championnat de France en fin de saison. C'était une épreuve assez importante. Et la première fois, c'est toujours la première fois. Donc, c'est toujours très spécial la première fois qu'on remporte ce titre. Comment est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les sensations, les émotions que tu as eues à ce moment-là ? C'est un peu vieux, mais bien, c'est un sentiment comment dire, je sais pas trop comment décrire ça, parce que les émotions en tennis, c'est tellement violent, c'est tellement fugitif. Euh, ça monte à 10 000 mètres et ça redescend quasiment aussi vite. Mais bon, c'est vraiment des émotions intenses qui ne durent pas très longtemps, mais qui laissent un sentiment de plénitude et on va dire, de travail accompli. Voilà. Merci pour ça, Brigitte. Écoute, est-ce que je peux te laisser te te présenter aux auditeurs pour commencer ? Oui. Donc, moi, j'étais joueuse professionnelle dans les années 80. Donc, 3 fois championne de France senior. Comme tu l'as dit, demi-finaliste à Roland-Garros en 78 et 36e joueuse mondiale. J'ai joué plusieurs fois pour la Fed Cup en équipe de France. Donc voilà, j'ai eu une carrière relativement courte, d'une douzaine d'années. J'ai arrêté quand j'ai commencé à fonder une famille. Et puis après, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière pour entraîner. Et j'étais notamment directrice sportive et entraîneur au Tennis Club de Caen, un club que tu dois bien connaître, Arthur aussi. Et puis après, j'ai quitté un petit peu le monde du tennis. Je me suis reconverti dans le domaine de la forme, du bien-être. Et aujourd'hui, je m'occupe de nutrition sportive, mais pas que, et de coaching mental auprès des sportifs dans les sports individuels. Parce que les sports individuels, c'est ce que je connais le mieux. C'est mon ADN à moi. Et comme on ne parle bien que de ce qu'on connaît bien, je me suis spécialisé là-dedans. Voilà d'une manière assez courte la présentation que je pourrais faire aujourd'hui. Comment est-ce que tu es arrivé à jouer au tennis ? Alors, c'est très simple. Je m'ennuyais tous les week-ends au tennis club Stade Elitas de Caen, parce que mes parents passaient leur week-end à jouer. Donc, j'ai pris une bonne vieille raquette de mon père, qui pesait 3 tonnes, et j'ai passé des heures au mur. Et à force de passer des heures au mur, bon, j'ai joué un petit peu. À cette époque-là, les enfants n'avaient pas trop le droit de rentrer sur les terrains. Donc, en fin de journée, j'avais l'immense privilège de pouvoir échanger quelques balles avec mon père ou ma mère. Et puis, c'est comme ça, petit à petit, que c'est venu que après, j'ai continué. Et c'était vraiment par inadvertance. Est-ce que tu faisais d'autres sports aussi déjà à l'époque ? Non, non, à l'époque, les activités extrasportives, c'était pas très développé. Je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Il n'y avait pas beaucoup il y avait pas
d'activités extra-sportives en dehors de l'école. À l'école, on faisait très très peu d'éducation physique. Donc si on n'était pas dans un environnement avec ses parents sportifs, ben, on ne faisait pas de sport, hein. C'était comme ça, hein. Et alors, qu'est-ce que tu as fait que toi, tout d'un coup, tu t'es mis à jouer au tennis? Parce qu'à un moment Plus, donné, bon, on déménageait tous les 2, 3 ans avec mes parents. Et puis quand je suis arrivé à Lyon, euh, il y a, euh, il y a une prof de tennis dont je m'étais inscrit à un ou deux tournois. Il y a une prof de tennis qui est venue voir mes parents et qui a dit, bah, votre fille, je pense qu'elle a des capacités et ça nous ferait plaisir de l'entraîner. Ça a commencé comme ça. Donc j'allais m'entraîner une fois ou deux par semaine dans, dans ce club-là avec cette prof de tennis. C'est la première fois que j'avais un entraîneur. J'avais à l'époque 12, 13 ans. est-ce qu'il y avait d'autres joueurs et joueuses qui jouaient avec toi ou tu faisais partie des peu de jeunes dans le club qui étaient autorisés à jouer? Et non, on était un petit groupe quand même, mais bon, très peu de filles. Un peu comme aujourd'hui, hein, il y a moins de filles que de garçons. Mais, euh, mais à l'époque, moi je me souviens qu'un des premiers tournois que j'ai fait un tournoi de garçons. C'était à Ouistreham, en Normandie. Et j'étais la seule fille et on avait demandé aux juges arbitres à l'époque si je pouvais faire le tournoi avec les garçons. Et donc j'avais fait mes premiers tournois avec les garçons. Et j'avais 9, 10 ans là. Énorme. Ah oui, c'était marrant. C'était quoi ton style de jeu à l'époque sur les premiers matchs? Est-ce que tu te rappelles quelle jeune joueuse tu étais? Bah, mon style de jeu à l'époque, il a progressé, mais il n'a pas beaucoup varié. Moi, j'avais pas beaucoup de technique parce que au départ, j'ai appris le tennis contre le mur, donc j'avais des lacunes techniques énormes. Donc moi, j'avais des jambes, un coup droit, et donc je remettais la balle et je courais sur tout ce qui bougeait. Donc j'ai développé des qualités de fond de cours et donc en plus sur terre battue. Donc, euh, donc j'ai été moi ce qu'on appelle une vraie crocodile. Donc on savait quand allait commencer le match contre moi, mais on ne savait pas quand ça allait se terminer. C'est le jeu que tu as gardé après pour les Et années futures? voilà, c'était vraiment. Je me suis construit comme ça en fait, toute petite. Et puis après, on a ça un peu dans son ADN. Et puis, j'ai gardé ces armes-là et c'était mon style de jeu. Comment ça se passe du coup? Est-ce que cette prof, la première prof que tu as, arrive à voir que tu as déjà du potentiel? Est-ce qu'il y a un accompagnement qui est fait déjà à ce moment-là? Les premiers tournois que tu fais, est-ce que tout de suite on remarque que tu joues bien, que tu es destiné à potentiellement une carrière de joueuse française? Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, elle avait, euh, elle avait la vision que j'atteindrais ce niveau-là. Mais en tous les cas, c'était une femme visionnaire qui n'avait pas un grand niveau de tennis, hein, mais qui explorait bien les nouvelles méthodes d'entraînement, qui s'intéressait à beaucoup de choses. Et bon, elle a vu certainement en moi un potentiel pour être une bonne joueuse, peut-être régionale. Et puis après, bon, l'histoire s'est écrite comme elle s'est écrite. Mais, euh, et puis je crois que c'est des étapes un petit peu. Petit à petit, j'ai franchi les étapes et puis on a été jusqu'au championnat de France junior ensemble. Il y avait déjà des joueuses, il y avait des joueuses bien plus fortes que toi à cette époque dans tes catégories juniors. Oui, parce que, et puis, bon, 1 an ou 2 ans d'écart, c'est important à cet âge-là. Donc, on n'était pas ultra nombreuses, mais il y avait une petite concurrence. Et puis pour se faire remarquer par la fédération, il ne fallait pas être dans les 3 premières, il fallait être la première. Parce que le tennis féminin à l'époque, bon, on s'en occupait pas beaucoup, hein. Donc les places étaient chères, donc il fallait être compétitif. Est-ce que justement il y a un moment où tu te fais remarquer par la fédération? Oui, forcément. Bon, d'abord, j'ai fait un ou deux stages nationaux.
Donc, mais, donc c'était une première étape, un premier pas vers l'œil fédéral, on va dire. Et puis, bon, bah, après, j'ai fait partie des équipes de France cadettes et juniors. Euh, donc, une fois qu'on a, on a mis un pied dans, dans, dans ce, dans ce système-là, bon, bah, si on reste compétitive, bon, bah, c'est parti. Et puis, on est un peu plus aidé par la Fédé, on est un peu plus pris en charge. Et puis voilà. Qu'est-ce que pensent tes parents à ce moment-là de ton niveau de jeu de tennis? Est-ce que vu qu'ils faisaient du tennis, ils étaient impliqués ou au taquet pour que tu progresses ou ils étaient plus en mode bah, c'était quoi leur philosophie par rapport à ça? Ah, eux, ils étaient. Je me demande toujours encore aujourd'hui comment ils ont accepté de faire euh, 30 ou 40 kilomètres 2 fois par semaine pour aller m'entraîner à une époque où le tennis, on n'en parlait pas plus que ça. Il n'y avait pas d'implication plus que ça. Euh, donc, eux, ils ont suivi ils ont suivi le train, mais bon, sans aucune implication, comment dire, ils étaient contents, mais bon, sans aucune velléité, sans aucune ambition pour moi. Voilà. Donc, j'avais du résultat, tant mieux. J'en avais pas, tant pis. Mais il n'y avait aucune pression, aucune ambition parentale par rapport à moi. C'est moi qui ai développé cette ambition du tennis et c'est devant mon enthousiasme plutôt et mon envie de jouer qu'ils ont suivi. C'est moi qui ai vraiment été le moteur de ma vocation, en fait. C'était quoi ton rêve de joueuse à ce moment-là? Moi, très tôt, très toute petite, je voulais être championne du monde. Donc, j'ai pas été championne du monde, hein, j'étais que championne de France. Mais, euh, mais voilà, j'avais déjà visualisé que je jouerais à Roland-Garros. Non, non, j'avais des rêves très haut placés. Et c'est certainement pour ça aussi que j'ai fait la carrière que j'ai faite. Est-ce que à ce moment-là, on proposait déjà de commencer à jouer dans d'autres pays ou les tournois se faisaient quand même principalement en France? Alors non, on faisait des tournées, mais un peu moins qu'aujourd'hui. Mais bon, disait que nous, on avait une saison, l'hiver, on s'entraînait. Après, on partait, disons, de octobre à décembre, on s'entraînait. Après, on partait pour l'Australie. Le circuit américain, l'hiver, on ne le faisait pas trop. On prenait les tournois sur terre battue avec Nice, Monte-Carlo, quelques tournois parfois en Italie avant. Et puis après, on faisait la saison sur terre battue, Rome, il y avait Rome et Roland-Garros. Et après, on partait aux États-Unis l'été. L'été, c'était fin juillet, début août. Donc Comment on est-ce avait quand même des périodes où on restait à la maison quand même. Alors qu'aujourd'hui, c'est quand même plus intense au niveau des, des, des circuits et des tournois. Et toi, sur ta carrière de joueuse, à ce moment-là, t'étais toujours à Lyon? Alors non, non, là, après, une fois que quand j'ai eu mon bac à Lyon, après, je suis parti sur Paris m'entraîner justement à la fédération. Mhm. Et notre entraîneur à ce moment-là, c'était Philippe Dixon. Est-ce qu'on gagne de l'argent déjà à ce moment-là en tant que joueuse au tennis? On en gagne un peu, mais pas assez, et pas beaucoup. Euh, pour te donner un exemple, en demi-finale de Roland-Garros, j'ai gagné l'équivalent de 5 000 euros. Ok, Donc, quand tu vois la différence aujourd'hui, oui, tu peux remonter. donc moi, je finançais mes tournois en faisant mes tournées à l'étranger, en faisant plein de petits tournois le week-end. Parce qu'il y avait, il y avait de l'argent à gagner euh, et ça permettait, moi, de vivre et puis de, de financer mes voyages à l'étranger. Comment ça se passait pour toi, les voyages à l'étranger pour jouer au tennis? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimais? Est-ce que c'est quelque chose qui te déplaisait? Quand on a 18 ans, 19 ans
et qu'on fait le tour du monde quasiment avec sa raquette de tennis, c'est plutôt, agréable, c'est plutôt motivant. Par contre, le revers de la médaille, c'est que bon, on était à cette époque-là, on voyageait seul, hein, sans entraîneur, sans beaucoup de moyens. Donc, on était tout le contraire d'être assisté. Et parfois, c'était dur de se retrouver, même avec d'autres joueuses françaises, mais sans accompagnement, sans entraîneur. Donc, quand ça se passe bien, quand on gagne, on sait, tout va bien. Et quand on fait des mauvais matchs et quand on a des périodes difficiles, toute seule, c'est difficile à, à gérer et puis à, à, comment dire, à être serein, être dans des dispositions plus, plus agréables. Donc, Que c'était toi, un tu petit aurais peu le souhaité revers. un entraîneur à cette époque? Oui, bon, alors peut-être pas l'entraîneur pour moi toute seule, mais bon, j'aurais aimé, oui, être accompagné, parce que quand les tournois de tennis, c'est beaucoup d'attentes. Si on gagne, bon, bah, c'est bien, mais si on perd, il faut s'entraîner à côté. Et quand on n'a pas de coach avec soi, c'est plus compliqué. Euh, Pouvoir parler, pouvoir commenter ses défaites, commenter ses victoires, enfin tout ça, on en a besoin. Tout seul, c'est difficile. Même avec la meilleure volonté du monde, etc. Donc il y a eu des moments difficiles où même je me suis demandé si j'allais continuer. Est-ce que tu arrivais à faire justement un espèce de prise de recul par rapport à tes matchs, par rapport à la joueuse que tu étais, tes victoires, tes défaites? Est-ce que tu arrivais à faire des espèces de débriefing, des bilans mentaux C'est ce régulièrement? que je viens de te dire, hein, le débriefing tout seul, c'est compliqué parce qu'on n'est pas forcément objective, on n'est pas forcément lucide par rapport à ce qui s'est passé. Donc, donc sans œil extérieur, c'est très compliqué de faire un bon feedback. Donc, moi, j'ai essayé de faire avec ce que j'analysais, ma propre analyse, etc. Je pense que j'aurais gagné du temps et de l'énergie si j'avais eu un, un coach avec moi, pas forcément en permanence, mais la plupart du temps. Ça m'aurait, ça m'aurait aidé, je pense. Quand tu, à quel âge passes-tu sous la barre des 100 joueuses mondiales? J'ai pas trop de souvenirs là-dessus, mais bon, à l'époque, tu sais, le 78, c'est quasiment le début du classement WTA. Donc, je dirais que j'étais dans les 100 premières entre 18 et 20 ans, euh, mais avec le côté aléatoire du classement mondial de cette époque-là. Mais je pense qu'à 20 ans, j'étais dans les 100 premières. Comment se passait la relation avec les autres joueuses? Est-ce que tu avais ou des joueurs même? Est-ce que vous côtoyiez les joueurs? Les tournois étaient ensemble? Est-ce que tu avais des amis ou des ennemis sur le circuit? Alors bon, on était souvent entre Françaises et Français. Moi, des premières tournées que j'ai fait, c'était une tournée qu'avec des garçons, avec Patrice Agelower à l'époque, qui était le coach de l'équipe. Et il avait emmené des garçons et une fille. Et il y avait, à l'époque, il y avait Yannick Noah. Donc moi, j'avais 18 ans et Yannick, il devait avoir 14 ans, parce qu'il était plus jeune. Et donc, on restait souvent entre Français. On avait la barrière de la langue. Moi, je parlais pas anglais au début, hein. Bon, maintenant, ça va mieux, mais donc là, donc c'était surtout, on restait surtout entre Français. Des ennemis, non, j'en ai pas. Il y avait plein de joueuses que j'aimais pas, mais des ennemis proprement dit, non. À quel moment ta carrière prend, tu vois, peut-être si on parle du moment où tu es au pic de ta carrière en termes de niveau de jeu, que tu te rapproches justement des 36 meilleurs joueurs du monde, joueuses, pardon. Est-ce que tes objectifs évoluent à ce moment-là? Est-ce que tu te dis, bah, en fait, je peux être encore mieux et pourquoi pas un jour grappiller le top 10? Alors, si tu veux, l'année où je suis arrivé dans la 36e mondiale,
L'année d'avant, j'avais envie d'arrêter le tennis. J'avais fait une saison catastrophique. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter 2, 3, 4 mois, puis on verra. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai repris en début d'année. Et derrière, j'ai fait la meilleure saison. J'ai gagné Nice, j'ai gagné Monte-Carlo, j'ai gagné en Italie. Et je fais demi-finale à Roland-Garros. Donc, euh, donc, je veux dire, est-ce que j'ai certainement pris la bonne décision puisque ça a marché derrière, alors que j'aurais continué à m'entraîner, à m'acharner, j'aurais peut-être pas, pas fait les résultats derrière. Donc après, c'est un peu du feeling. C'est ce qu'on appelle une gestion un peu de carrière. À un moment donné, on prend des décisions ou on les prend pas d'ailleurs. Et puis ça marche ou ça marche pas. Moi, cette année-là, ça a marché. Et puis, euh, et puis voilà. Alors après, pour parler du fait d'être dans les 30 premières et puis après dans les 10 premières, moi j'avais un tennis donc de terre battue, hein, de fond de cours. Et la plupart des tournois pris en compte par la WTA étaient sur terrain dur. Donc il fallait jouer beaucoup en Amérique, aller à Wimbledon, évidemment, sur herbe. Et par exemple, quand je dis que je gagnais Nice et Monte-Carlo, Monte-Carlo et Nice n'avaient pas de points de WTA. Donc, euh, donc, ça a handicapé un petit peu le classement, enfin mon classement en tous les cas, moi, parce que j'avais une différence de niveau. Sur terre battue, je pense que je pouvais jouer dans les 20 premières, mais sur dur, j'étais plutôt dans les 100 premières. J'avais vraiment une différence de niveau et, et que j'ai pas pu combler entre mon niveau terre battue et mon niveau terrain vu. C'est Qu'est-ce mon qui se passe analyse. à ton avis quand tu switches et tu dis justement bah, je continue dans cette gestion de carrière? Est-ce que tu penses que le fait de peut-être t'être posé la question, est-ce que j'ai envie d'arrêter? Est-ce que je suis capable de rempiler pour une saison? Est-ce que peut-être ça t'a donné un peu une forme de relâchement, de détachement et finalement tu as joué peut-être avec le corps et le bras un peu plus libre? Je crois que c'était mental surtout. Je crois que quand on a des ambitions et quand on joue au haut niveau, bon, il y a un moment donné, on s'entraîne, et puis quand ça n'avance pas, on n'a pas de résultat. S'il suffisait de s'entraîner pour progresser, avoir des résultats, ce serait trop facile, certainement, et tout le monde y arriverait. Mais ça marche pas comme ça. Et à force de, de, de batailler, on va dire, et quand les résultats n'arrivent pas, on a une sorte de blocage et de lassitude mentale et on perd l'envie, on perd le plaisir et on perd la motivation. Donc, il faut trouver des moyens de pouvoir retrouver tout ça. Parce que si on n'a pas le plaisir, si on n'a pas la motivation de s'entraîner, de faire des efforts, etc., l'envie, euh, eh bien, on n'avance plus du tout. Donc, moi, j'ai souvent fait ça dans ma carrière. Bon, jamais aussi longtemps, mais à chaque fois que je bloquais par rapport à des résultats, j'arrêtais. Et ça me permettait bon, d'abord d'oublier un peu le tennis, donc de faire autre chose et de me libérer un petit peu de cette ambition que j'avais. Et puis, euh, et puis de revenir avec l'envie, le goût de l'effort, ce que j'appelle moi le goût de l'effort. Parce que quand on n'a plus le goût de l'effort, on s'entraîne plus, on n'a plus la rigueur, la discipline dont on a besoin pour se maintenir à un haut niveau. Et puis, euh, une motivation, je dirais pas presque nouvelle, oui, presque nouvelle, qui nous permet ben, d'être apte et puis plus, plus disponible dans la tête pour pouvoir recoller à ses objectifs et recoller avec la victoire. C'est plusieurs choses, hein. C'est un puzzle qu'il faut remettre en place en mettant les bonnes parties au bon endroit. Et puis, faut être patient. Faut être patient. Moi, c'est revenu assez vite, hein. Ça aurait pu ne pas revenir aussi vite, mais c'est revenu assez vite.
moi, ça a bien marché sur moi. Après, il faut que chacun trouve ses propres moyens pour passer ces caps difficiles que tout joueur connaît, hein, de toute façon, hein. Tout joueur connaît ces moments, tout sportif connaît ces moments où il doute, il s'entraîne, il ne progresse plus, les résultats ne viennent pas. Et donc, il y a la frustration, il y a il y a parfois le dégoût qui arrive, etc. Et, euh, et les solutions ne sont pas forcément évidentes. Et alors cette année où tu joues excellemment bien en 78 et tu atteins la demi-finale de Roland-Garros, comment ça se passe? Est-ce que il y a du monde déjà à Roland-Garros en 78 qui vient voir les matchs? Oui, moins qu'aujourd'hui, mais bon, oui, bon, Roland-Garros, c'était quand même l'événement quand même en France, hein. Euh, donc moins médiatisé parce que à l'époque, je crois il y a que la finale des femmes qui est télévisée, hein, donc on voit pas une femme à la télé avant la finale, hein. Donc c'est une autre époque, hein. Euh, et moi ils ont filmé ma demi-finale parce qu'il y avait une Française en demi-finale. Donc donc il y a du monde. Moi j'ai joué avant la finale, j'avais joué une fois sur le central, j'avais joué en quart de finale et, et demi-finale sur le central. C'est quoi ton rapport avec le public à ce moment-là? Moi le public m'a jamais vraiment dérangé ou impressionné, mais par contre quand tu joues à Roland-Garros en quart de finale ou en demi-finale sur le central, c'est pas la même musique et c'est pas la même chanson. Donc là, il y a une pression différente. Jouer sur le central, en plus, les repères sont un peu, c'est un très grand cours. Moi, j'avais pas l'habitude de jouer sur des cours aussi grands avec des tribunes dans un vrai stade. Donc ça, ça perturbe un peu, mais, mais bon, ça, c'est, moi, ça m'a toujours plutôt motivé. Alors, en quart de finale, j'ai bien géré et en demi-finale, pas du tout. Donc, donc, ce que je dis, ne le croyez pas, parce que, parce qu'en demi-finale, j'étais complètement submergé par l'enjeu, l'émotion, et j'ai pas géré du tout. Alors que j'étais plutôt une joueuse qui gérait bien et qui avait un bon mental. Donc, mais là, ça n'a pas été top ce match-là. Qu'est-ce qui se passe après ce match-là, justement, par rapport au fait que quelques mois avant, tu hésitais à continuer? Là, tu atteins un peu le pic de ta carrière. Comment ça se passe après? Est-ce que tu continues de bien jouer? Est-ce que tu sens que bah, tu retombes un petit peu dans ce que tu pensais quelques mois avant? Non, non, je continue de bien jouer. J'ai, j'ai pleine confiance dans mon jeu, etc. Bon, forcément, j'étais déçu par le match que j'ai fait, mais c'est plus par la manière dont j'ai perdu que le fait de perdre. Mais non, non, je suis bien. J'enchaîne derrière. Enfin, là, j'ai aucun questionnement. J'ai aucun questionnement par rapport à ce qui s'est passé l'année d'avant. Et du coup, en termes de résultats, qu'est-ce que tu fais les mois d'après? Donc après, je suis malade au mois d'août, donc je ne vais pas à l'US Open. Donc je fais ce fameux championnat de France qui existait, donc le championnat de France en fin septembre, début octobre. Puis après, je pars faire une tournée en Argentine. Et puis après, je me retrouve en Australie à la fin de l'année, puisque il y avait une tournée avec l'équipe de France de Fed Cup, puisque à cette époque-là, en 78, la Fed Cup a lieu en Australie. Donc, et à cette époque-là, c'est comme aujourd'hui, c'est revenu aujourd'hui, on jouait sur une semaine. Toutes les équipes se retrouvaient sur une semaine. Donc, on avait fait 3-4 tournois avant pour préparer la Fed Cup et puis, euh, jouer la Fed Cup en Australie. Je voudrais qu'on passe un peu sur ton après-carrière tennistique. Aujourd'hui, comme tu nous disais tout à l'heure, tu es dans la préparation, l'accompagnement mental et également la nutrition. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéressait déjà à l'époque?
Alors, la nutrition, non, pas trop, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas. Et quand on nous en parlait, on nous disait n'importe quoi. Donc, la nutrition, hein, la diététique, la nutrition, c'est quelque chose qui est très récent. Hein. On en parle vraiment depuis allez, 10, 15 ans. Mais, euh, mais à l'époque, la nutrition, l'hydratation, on n'en parlait pas du tout. Hein. On se débrouillait comme on pouvait, hein, avec les moyens du bord. Bon, l'avantage, c'est qu'à cette époque, on était plutôt bien nourris, alors qu'aujourd'hui, on est moins bien nourris. On a une qualité nutritive de nos aliments qui, est, qui s'est quand même dégradée. Mais autrement, non, on n'avait aucune notion de rien et on s'en occupait pas du tout. Et le mental, pareil. Moi, je me suis intéressé au mental parce que on disait toujours, bah, celui-là, il a du mental ou celle-là, elle n'a pas de mental, il en a pas, etc. Et puis, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé. Pourquoi moi, j'avais un bon mental et que les autres, que telle ou telle joueuse n'en avait pas. Alors, c'est vrai qu'on a tous des qualités innées, comme on est plus doué techniquement, plus doué physiquement, etc. Mais tout se travaille. Et en fait, moi j'aurais eu les clés mentales que je connais aujourd'hui, euh, les moyens de pouvoir gérer les émotions, gérer le stress, euh, d'avoir une routine de préparation mentale, etc. Bon, j'aurais certainement mieux géré ma, ma demi-finale à Roland-Garros où certaines de mes matchs importants. Donc, je pense que tout le monde peut progresser dans tous les domaines, y compris le mental. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai fait des formations de plus en plus, et puis j'en apprends tous les jours, et puis je me suis dit, ben, pourquoi pas aider les sportifs justement à progresser dans ce domaine, parce que c'est possible. Et c'est beaucoup plus simple qu'on veut le croire. Le mental, ça fait un peu peur aux gens quand on dit on va travailler le mental. On a l'impression qu'on va s'allonger sur un divan et il va falloir sortir la quintessence de ces nœuds mentaux. Mais c'est beaucoup de bon sens, la préparation mentale, le coaching mental. Et il y a des choses très faciles à mettre en place. Et pour tout à chacun et pour quels que soient les niveaux en plus. Ce qui est bon pour un sportif de haut niveau peut être bon aussi pour un joueur amateur ou pour un joueur lambda. Donc, ça s'est fait petit à petit. Et puis aujourd'hui, ben, ça me passionne. En plus, les neurosciences, il y a quelque chose de nouveau qui sort tous les mois ou tous les quarts d'heure. Donc, on en apprend tous les jours. Donc c'est sans limite, c'est intéressant. Comment est-ce que tu t'es justement, peut-être pas passionné pour le sujet, mais comment est-ce que tu as beaucoup appris sur le sujet pour vraiment rentrer dedans à un moment donné? Est-ce que tu lisais des bouquins, des revues? Il y Bah, avait j'ai ouais. j'ai- j'ai lu beaucoup de livres, mais bon, maintenant, avec Internet, tu as accès à plein de tutos comment dire, de gens qui interviennent aussi là-dessus. Donc, je me suis nourri du maximum de choses que j'ai pu trouver. J'ai fait des formations aussi, en- notamment en sophrologie, un peu de PNL, euh, de MDR, la technique par le mouvement des yeux. Donc, j'ai exploré et puis j'ai adapté avec mon expérience, etc. Et maintenant, j'ai une caisse à outils qui permet de, de, d'intervenir à différents niveaux pour les gens qui me font confiance et qui pensent que la- le coaching mental, moi j'aime bien le nom de coaching mental parce que c'est un entraînement, le coaching mental. C'est comme on s'entraîne physiquement, c'est comme on s'entraîne sur le terrain techniquement. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas parce que je vais parler 1 heure avec quelqu'un que qu'il va être prêt mentalement à aborder toutes les situations, etc. Donc, un coaching mental, c'est vraiment de l'entraînement qu'on met en place au fil du temps et qui, à un moment donné, va donner des résultats pour optimiser ses performances. J'ai une question qui me venait d'un auditeur, qui voulait, te la poser. Il disait: «J'ai des mauvaises habitudes mentales sur le terrain. Comment est-ce que je peux, me reprogrammer, pour devenir, tout neuf?» Ouais. D'abord, c'est une bonne ambition, mais ben, il faut identifier ces mauvaises habitudes mentales parce que on a tous des mauvaises habitudes mentales.
Tu sais, on a je sais pas combien de milliers de pensées par jour et on a 20% de pensées positives et 80% de pensées négatives. Donc, il n'est pas tout seul à avoir des pensées, des pensées négatives ou des mauvaises habitudes mentales. Donc, ce qu'il faut, c'est identifier ces mauvaises habitudes mentales. Moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi, c'est un peu, dis-moi comment tu penses. Et je te dirai comment faire. Je t'aiderai comment faire. Donc, c'est comme quand on parle de nutrition, avant de conseiller les gens, il faut savoir comment ils mangent, quels sont leurs goûts, quelles sont leurs habitudes, leurs mauvaises habitudes, etc. Donc, il y a il y a un audit à faire hein, sur le plan mental, savoir voilà, comment il réagit. Moi, j'ai un questionnaire hein, qui, euh, qui permet d'identifier justement toutes toutes ces les mauvaises habitudes, les bonnes habitudes aussi, parce que si ça se trouve, il a des bonnes habitudes, mais il ne le sait pas. Et et puis après, ben, en fonction de ce que je perçois, de ce que la personne peut me dire ou ne me dit pas, parce que des fois les non-dits sont plus révélateurs que les choses qu'on dit, eh bien, on met en place certaines. Et ça se fait pas. C'est pour ça que je parle de coaching mental. Ça se fait pas en une fois. Il faut répéter, répéter, répéter. Et quelle est ta philosophie par rapport au stress, peut-être le stress finalement qu'on croit trop souvent être quelque chose de négatif sur le terrain, on se dit ah je suis stressé, ça va pas, alors que je sais que Federer lui en parle souvent en disant que bah, pour lui le stress qu'il ressent avant le match c'est vraiment quelque chose qui le domine positivement, c'est-à-dire que pour lui cette notion de stress c'est quelque chose qui veut dire qu'en fait il est motivé, il est prêt à rentrer sur le terrain et il a qu'une envie c'est de jouer. C'est quoi ton rapport, toi, par rapport dans les coachings que tu fais, par rapport à l'enseignement du stress? Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec Federer. Euh, il y a le stress, c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'on a envie d'aller à la bagarre, quoi. On a envie de, 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 de se mesurer à l'autre, etc. Ce qui, on parle du stress un peu trop globalement. Le stress, pour moi, est positif. Par contre, là où il devient négatif, c'est quand il se transforme en anxiété, voire en angoisse. Moi, j'ai vu des tas de joueurs très angoissés rentrer sur le terrain et ne pas pouvoir se libérer de cette angoisse. Parce que le stress, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire qu'on est prêt. Ça veut dire qu'on a envie. C'est normal d'avoir du stress. Sinon, ça veut dire qu'on n'en a rien à faire de rentrer sur un terrain de tennis ou dans une compétition. Donc, le stress, il faut l'identifier, mais il ne faut pas que ça devienne de l'anxiété, voire de l'angoisse. Et c'est là où on peut aider les gens. Et le premier moyen d'aider les gens par rapport à cette anxiété ou cette angoisse, c'est la respiration. Et on n'utilise quasiment jamais la respiration dans le tennis, pour ainsi dire pas. Imagine un athlète de 200 mètres où on lui dit de courir sans respirer. Ça n'arriverait pas. Ben, tu regardes les joueurs de tennis, la plupart des joueurs de tennis, ils jouent en apnée. Donc, Totalement d'accord avec ça. À chaque fois que je dis à des élèves en cours de tennis, en fait, j'en fais maintenant exprès de volontairement, je prends 5 minutes pour les mettre à fond et je viens lui voir, je lui fais mais ça va pas? Et il me dit bah non, j'en peux plus, j'ai plus de force, je suis tout rouge, je peux plus respirer et tout. Et je lui dis bah, mais est-ce que tu respirais juste avant? Et j'adore maintenant faire cette petite allégorie de bah ouais, mais tu joues en apnée là. Imagine, je te fais, tu nages dans l'eau et que tu sors jamais la tête de l'eau. C'est juste, c'est injouable en fait. Faut que tu respires. Et c'est vrai que au tennis, je pense qu'on est tellement concentré sur la technique, le geste, le déplacement, le replacement, qu'on oublie juste l'outil fondamental qui est la parce que respiration. quand on apprend à jouer au tennis, et je trouve que maintenant c'est dommage, parce que bon, encore à mon époque, on ne parle pas de respiration, etc. On n'avait pas trop d'éducateurs, pas trop de coachs. Mais aujourd'hui, alors, je veux dire, on a suffisamment de connaissances, etc. pour, et, de, et de méthodes
des manières d'aborder la respiration, on devrait l'éduquer aux enfants dès le plus jeune âge. Dans les écoles de tennis, on devrait apprendre aux enfants à respirer, à jouer au tennis en sachant respirer. Et on n'aurait plus de problème après. Le coaching mental, alors on ne va pas le commencer à 5 ans, mais si on aborde le coaching mental sur des gamins déjà qui commencent à être en compétition vers une douzaine d'années, d'une manière simple, en intégrant justement la respiration ou la visualisation, on gagne un temps fou et tout le monde va s'y retrouver. Donc ça, c'est des fondamentaux qu'on devrait vraiment intégrer dans toute leçon de tennis, dans toute rééducation. Et si on le fait très tôt, c'est bien que plus on le fait tôt, plus les gamins c'est des éponges et ils vont l'intégrer. Et derrière, c'est parti, on ne s'en occupe plus. Est-ce qu'on devrait aussi intégrer de l'éducation sur la nutrition? Oui, parce que d'abord, la nutrition, c'est important pour être en bonne santé. Bien manger pour un sportif, je ne vais pas dire que c'est plus important que pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, mais bon, le sportif, son corps, c'est son outil de travail. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est parce qu'on fait du sport qu'on est forcément en forme, en bonne santé, et qu'on a tous les apports nutritionnels qu'on doit avoir. De plus, le sportif, il a besoin d'une qualité nutritionnelle meilleure que celui qui ne fait pas de sport. Parce qu'il se dépense, parce qu'il va tirer sur la machine, parce qu'il va falloir qu'il récupère. Alors, on parle de nutrition, mais aussi hydratation. L'hydratation est aussi importante que la nutrition. Si on peut rester 3 minutes sans respirer, 3 jours sans manger, non, 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 30 jours sans manger. Donc l'hydratation, c'est vraiment important. Mais ce qui se passe, c'est que d'abord les jeunes, ils s'en foutent un peu, la nutrition. On est dans une époque où la malbouffe est quand même très présente et de plus en plus présente, les plats préparés, etc. Et ce qui est très difficile, moi je le vois hein, dans les gens que je rencontre, les sportifs, les parents de sportifs, etc. La nutrition, tu vois les résultats longtemps après, c'est pas immédiat. Il suffit pas de bien manger avant son match, une fois de temps en temps, parce qu'on a une compétition. La nutrition, c'est quelque chose, c'est un travail de tous les jours aussi. Alors, je dis pas qu'il faut être, je suis pas une intégriste, hein. Il faut se faire plaisir, on a le droit de faire des McDo, on a le droit mais la nutrition, c'est une hygiène alimentaire qu'il faut avoir tous les jours pour qu'on soit au moment où on en a besoin. Avoir le bon carburant au bon moment. Donc, et au niveau, c'est plein de petits paramètres qui vont faire la différence. C'est-à-dire, on peut pas faire l'impasse sur la nutrition ou sur la préparation mentale ou sur le physique. Dès qu'il va manquer un petit rouage, eh ben, on va le payer à un moment ou à un autre. Alors que si on optimise grâce à une caisse à outils qui est bien faite, où il y a tous les outils, eh bien, on a plus de chances d'atteindre ses objectifs et de durer aussi. Parce que, bon, moi, je suis sûr qu'il y a plein de joueurs français, je ne les nommerai pas, mais qui, pendant leur carrière, ont eu beaucoup de blessures. Et je suis sûr que la nutrition a joué un rôle dans ces blessures de cette récupération. Écoute, je te remercie pour ces informations, Brigitte. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, c'est où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver pour consulter tes actualités en ligne, tes différents programmes, tes accompagnements, tes coachings? Alors moi, j'ai un blog qui s'appelle Un cerveau pour gagner. Autrement, j'ai une page Facebook aussi, Un cerveau pour gagner. Et
une page sur la nutrition, ça s'appelle sur Facebook pour un meilleur équilibre alimentaire. Et autrement, ils peuvent me contacter par message privé et je leur enverrai tous les liens et je pourrais même leur donner des conseils. C'est noté. Et la dernière question, c'est si tu devais recommander quelqu'un pour passer sur le podcast The Court s'entraîner au tennis avec des pros, qui est-ce que tu pourrais me recommander pour me raconter des histoires croustillantes autour du tennis, du physique, de la préparation mentale, de la nutrition? Yannick Noah. Tu le connais? Oui. Il se Oui, rappelle de toi? Ah, il se rappelle de moi, ouais. Il est passé sur un podcast que j'écoute hebdomadairement qui s'appelle Génération Do It Yourself. Et je sais que l'host du podcast qui a invité des pointures déjà de tout secteur sur son émission a dit qu'il avait galéré pour avoir Yannick Noah. Il a fini par l'avoir parce que je crois que la nièce de Yannick Noah écoute le podcast et lui a dit il faut absolument que tu passes sur le podcast. Donc, il a fini par répondre et accepter à l'offre de l'host du podcast. Mais on va le faire venir. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à choper. Donc, et Brigitte, je te remercie. Je t'en prie, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Je te remercie. Et avec les auditeurs, s'il y en a. Je pense qu'il y en aura. Ils sont toujours là. Merci Brigitte. Bonne fin d'après-midi, merci à toi. Si tu en es arrivé jusque-là, c'est certainement que tu as aimé l'épisode. Si tu as envie d'aller plus rapidement dans ta progression au tennis, je t'ai mis en dessous le lien d'une formation gratuite qui va te permettre de t'entraîner pendant 5 jours au coup droit. Cette formation a été réalisée avec Jules Marie, ancien 228e ATP, et déjà plus de 350 joueurs ont été entraînés. À bientôt!